Bonjour, je suis ravi de continuer avec vous ce module sur les analyses spectroscopiques. On va traiter dans cet élément de module la résonance magnétique nucléaire, c'est l'analyse spectroscopique par résonance magnétique nucléaire et la spectrométrie de masse. Donc dans le chapitre 1, qui fera l'objet d'à peu près 80% de cet élément de module, il sera réservé à l'analyse spectroscopique de résonance R, magnétique M, nucléaire. Donc c'est le noyau de la molécule auquel qu'on va exciter, et on va exciter exactement le spin pour être avec quoi? Avec un champ magnétique, et c'est ce qu'on appelle faire résonner le noyau, le spin, avec un champ magnétique. Je reviendrai au détail de cette technique très en détail par la suite. Le chapitre 2 sera réservé à la spectrométrie. Regardez s'il vous plaît, c'est pas spectroscopie, c'est spectrométrie. Donc c'est la spectrométrie de masse, cette technique-là. Là aussi, on parlera des détails de cette technique d'analyse dans le chapitre 2, qui fera à peu près 80% de cet élément de module. Bien, pour vous mettre... Donc on va commencer ici le chapitre 1, qui sera réservé donc à la spectroscopie. Là, c'est une analyse de résonance R, comme j'ai dit tout à l'heure, M magnétique et N nucléaire. Qu'est-ce que c'est que cette technique de résonance magnétique nucléaire? Eh bien, c'est ce que vous avez lorsque vous faites dans le domaine médical, lorsque vous faites une image par résonance magnétique, c'est ce qu'on appelle IRM. Ça, c'est, vous voyez ici les deux images en bas. Nous avons un aimant, nous avons un patient. Il est là dans l'aimant, donc c'est le même principe. Donc c'est un centre d'IRM médical, c'est le top des techniques médicales qu'il y a actuellement. Et là en haut, vous avez un centre de résonance magnétique nucléaire. Un centre de résonance magnétique nucléaire, RMN, IRM. Je reviendrai à la différence, en fait, la différence de nomenclature qu'il y a entre les deux. Donc dans ce centre de résonance magnétique nucléaire, vous voyez une personne qui se rapproche d'un aimant. Vous voyez ici, il y a une zone d'interdiction. Alors la personne qui est là ne devrait pas avoir sur elle, comme le patient qui est là, ne devrait pas avoir sur eux ni carte magnétique bancaire, ni carte d'identité nationale, ni carte d'étudiant, car il y a des puces magnétiques dans ces cartes. Ni argent dans la poche, ni montre, ni bague, ni rien. Alors, je donne donc les deux nomenclatures. Donc, j'ai dit un centre de résonance magnétique nucléaire, RMN. Et là, dans le domaine médical, on appelle imagerie par résonance magnétique. La différence, c'est qu'on a remplacé le mot nucléaire par le mot imagerie. Question psychologique vis-à-vis des patients dans le domaine médical. On ne va pas leur demander d'aller faire une analyse par résonance magnétique nucléaire, car ce que va retenir le patient, c'est le mot nucléaire, et donc il aura peur, et ainsi de suite. Donc on a question de nomenclature et de psychologie vis-à-vis des patients, ils ont remplacé le mot nucléaire par imagerie. Alors un peu plus de détails de cette technique, avant de voir les principes. Vous voyez ici une personne qui essaye de mettre son échantillon dans l'aimant. C'est un aimant très très fort. 500, c'est 500 mégas. Il y a 500, il y a 600, il y a 800, il y a 900, il y a 1 giga. Donc ça dépend. Plus la fréquence est grande, plus le prix est grand. Celui-là, par exemple, il va coûter dans les 6 millions de dirhams, c'est-à-dire 600 millions de centimes. Donc le 1 giga, c'est carrément 1 milliard de centimes. Donc cette personne-là, comme j'ai dit tout à l'heure, ne devrait pas avoir il n'a pas sur lui ni montre, ni carte magnétique bancaire, ni carte d'identité, ni rien, ni bague, tout doit être mis de côté, parce que là vous avez ici un champ très très fort, un champ magnétique très très fort. L'échantillon, il est là, c'est l'équivalent d'un stylo, vous voyez ici. Lorsqu'il est en blanc, c'est la solution. C'est le produit solubilisé dans un solvant, il peut être solide ou liquide, mais soluble, une seule phase. Je reviendrai au détail comment on prépare ces solutions pour faire ces analyses. Alors, avec un peu plus de détails, regardez, ça c'est l'aimant, d'accord? Alors, ce qui est en rouge ici, c'est les bobines émettrices et réceptrices, bien sûr. Alors, donc, vous avez en jaune, en orange plutôt, les bobines supraconductrices qui créent le champ magnétique, bien sûr. Et puis, vous avez ici de l'hélium, d'accord?
les deux bobines sont entourées d'hélium liquide. Regardez la température de l'hélium liquide. Moins de 169 degrés Celsius. Très froid, pour refroidir l'aimant, de façon à éviter tout changement, toute variation petite. Pas de changement de champ magnétique, ni même des gradients de ce champ magnétique. Il doit être un champ magnétique trop stable. Et en plus de l'hélium liquide, avec lequel on refroidit, on rajoute de l'azote liquide pour encore éviter qu'il y ait le moindre changement du champ au niveau de l'aimant. Donc là, c'est un appareil qui ne consomme pas d'électricité. Bien sûr, il y a une petite alimentation, mais la consommation consiste à l'hélium, qui coûte un peu cher, qui coûte cher bien sûr, et puis il doit être changé 2 fois par an, chaque 6 mois, pratiquement, ça dépend. Chaque 6 mois, à la limite 1 fois par an, mais très souvent 2 fois par an. Donc il coûte un peu cher. Donc je dirais que 100 litres d'hélium coûtent dans les 40 000 dirhams. Et puis il y a aussi de l'azote liquide, ça c'est le changement hebdomadaire. Chaque semaine, il faut mettre une 50aine de litres pour refroidir. Alors on évite à ce que l'hélium s'évapore en mettant de l'azote liquide pour encore refroidir. Donc tout ça, c'est un appareil qui coûte trop cher, qui est très sensible, d'accord, qu'il faut entretenir parfaitement bien pour avoir bien sûr une continuité d'utilisation. Dans le domaine médical, c'est le même principe. C'est le même principe que je dis. Vous avez ici un aimant, vous avez un patient, d'accord, vous avez soit un médecin, et puis le technicien est allongé. Vous savez pourquoi? Parce que normalement une analyse IRM dure 40 minutes en moyenne, 40 minutes, 45, 35 minutes minimum. Donc on ne va pas demander à un patient qui est malade de rester debout pendant une trentaine, une quarantaine de minutes. Donc la meilleure position c'est sur son dos, reposé bien sûr, et puis on l'introduit dans l'aimant, c'est ce qu'on va voir dans l'image qui est là. Vous voyez, le patient il est là. Bien sûr, il y a le champ magnétique et les bobines du gradient pour avoir ce champ. Donc ce qu'on va faire, c'est la même chose qui a été fait en RMN. Ce patient-là doit être dépourvu de ces métaux, de tous les métaux, ni montre, ni ceinture, ni bague, ni carte magnétique et tout ça. Et là, on va exciter le même principe que la RMN. C'est le même principe, je dis encore une fois. Alors, cette année, à votre niveau, on va faire la résonance magnétique. La résonance, on va faire résonner. Qu'est-ce que c'est que résonner? On va avoir une résonance et avoir une réponse à l'aide d'un champ magnétique qui va exciter le noyau d'un atome, et ça sera pour nous cette année, c'est le proton. Donc on va faire la résonance magnétique nucléaire du proton. C'est le noyau de la molécule qu'on va attaquer, s'il vous plaît. Je reviendrai dans le noyau de la molécule, qu'est-ce qu'il y a? Il y a bien sûr les protons, il y a les neutrons, et il y a autre chose. C'est quoi c'est autre chose? C'est le spin. On va faire résonner le spin du noyau avec un champ magnétique. Et va faire résonner le spin du noyau du proton cette année. D'accord? Donc on va limiter notre étude cette année au proton, bien que on peut faire d'autres noyaux, le fluor 19, le carbone 13, regardez, c'est le carbone 13, pas le carbone 12. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Le phosphore 31, le boron 11, le 23, le sodium 23, l'oxygène 17 et non pas l'oxygène 16. L'oxygène 16 ne pourra pas être étudié en RMN comme le carbone 12, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Donc, le travail de cette année va être réservé à la résonance magnétique du proton. On ne dit pas de l'hydrogène, c'est la résonance magnétique du proton. Bien sûr, c'est l'hydrogène, mais l'appellation c'est proton. Et bien sûr, ça sera le noyau de ce proton qu'on va exciter, et exactement, ça sera le spin. Ça sera le spin. Alors, en introduction, il faut savoir que la résonance magnétique nucléaire consiste, regardez, il consiste à quoi? À faire absorber une radiation dans le domaine des radiofréquences par un noyau atomique dans un champ magnétique fort. Donc on va mettre notre échantillon dans un aimant qui va créer un champ magnétique très fort.
et on va exciter le spin en lui faisant absorber une énergie dans le domaine des radiofréquences. Regardez un petit peu l'ARMN où est-ce qu'il est. Il est loin des rayons, ça c'est les rayons gamma, les rayons X, l'ultraviolet, le visible, l'infrarouge, les radars, les télés et la radio. L'ARMN est là. Donc c'est dans le domaine des longueurs d'onde trop grande. Donc l'énergie nécessaire en RMN, c'est une énergie trop faible. Trop faible. C'est dans le domaine des radiofréquences. C'est dans le domaine des fréquences radio. Les radios qu'on a tous, que vous avez tous ou qu'on avait tous. Donc c'est une énergie trop faible de l'ordre, regardez s'il vous plaît, 5, 10, moins 2 joules par mois. La longueur d'onde est vers les kilomètres. Donc une énergie extrêmement faible. Vous avez E égale H nu, HC sur lambda. La lambda étant très grande, donc l'énergie étant trop faible. Donc les excitations qu'on va faire au niveau des noyaux du proton, de l'hydrogène et des autres atomes nécessitent une énergie trop faible. Donc le patient ou l'échantillon que vous introduisez dans l'aimant ne subira aucun effet néfaste sur sa structure ou sur sa santé. Donc c'est une énergie trop faible, comme le montre ici dans cette diapositive. Regardez la longueur d'onde en RMN, c'est vers les kilomètres carrément. D'accord? Là, l'énergie étant très forte ici, dans cette région des rayons X, ultraviolets, les rayons gamma, et l'ARMN, c'est le spin auquel qu'on fera exciter et qui se situe qui nécessite plutôt des énergies trop faibles. D'accord? Bien. Alors, c'est le principe de la technique de RMN. Sur quoi est basée cette technique? Alors, le principe de la RMN, il est basé sur le fait que les noyaux ou le noyau d'un atome, ici, ce sera l'hydrogène. Je rappelle encore une fois, le noyau d'un atome est exactement le spin du noyau. Quand je vous dis le noyau, il y a le proton. Non, on va pas. C'est pas lui. Les neutrons, non. Ce sera le spin. Eh bien, le spin est équivalent à une boussole. Regardez, ici vous avez une boussole. Lorsque vous placez cette boussole dans le champ magnétique terrestre, il va vous indiquer le nord. Bon, ici, c'est pas le nord, c'est le nord-est. Le sud, l'est et l'ouest. Eh bien, je peux vous dire que il faut translater cette boussole ou les boussoles, si vous avez plusieurs atomes d'hydrogène, d'accord, ils sont équivalents à des boussoles. Donc, c'est ce qui est écrit là. On peut comparer les atomes d'hydrogène à des boussoles. Les atomes d'hydrogène, c'est comme des boussoles. Dans le noyau, il y a un spin. Donc, si il n'y a pas le champ magnétique terrestre, que va faire cette boussole? Là, il va bouger à droite, à gauche, gauche-droite, vers le bas. Il va se mettre à tourner comme ça, sans qu'il y ait aucun son. Une fois cette boussole est placée dans le champ magnétique terrestre, eh ben, il se stabilise après quelques secondes pour vous indiquer le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc, en absence de tout champ, c'est le champ magnétique, l'aiguille s'oriente de façon aléatoire, quelconque. Une fois soumise à un champ, c'est le champ terrestre, champ magnétique. Champ magnétique, il s'oriente dans la direction et le sens de ce champ. Eh bien, la même approche sera appliquée au noyau de l'atome d'hydrogène et en particulier au spin de l'atome d'hydrogène. C'est ce qu'on va voir dans cette diapositive. Alors, le phénomène est là. Donc voilà, vous avez ici un atome d'hydrogène, un électron, il est là, le proton et le neutron, et bien sûr le spin, le voilà. Ça c'est le nord, ça c'est le sud, c'est un petit aimant. Le spin d'un atome est équivalent à un petit aimant de moment magnétique mu. Je répète, la RMN est basée sur le fait que le spin est une particule chargée tournant
autour d'un axe auquel est associé un moment magnétique mu. Donc le spin est un petit aimant. Le spin est un petit aimant. Rappelez-vous bien ce qu'on vous a dit il y a 2 ans. On vous a dit que le spin de l'hydrogène, c'est plus 1,5 et moins 1,5. La valeur absolue, c'est 1,5. Mais il y a le plus, il y a le moins. Parce qu'il peut être orienté vers le nord ou vers le sud. Donc, le signe moins, c'est une indication de l'orientation du spin de l'atome, le spin de l'atome d'hydrogène. C'est ce que vous avez ici. C'est ce qu'on a. Alors, regardez. Donc, le spin est un petit aimant. Voilà, le spin en train de tourner. Le spin est un aimant. On lui a appliqué un champ magnétique externe. P est un champ magnétique externe. C'est l'aimant de l'appareil. D'accord? Vous voyez le spin en train de tourner. Donc, le moment magnétique du spin est collinéaire au moment cinétique P. Vous avez la relation, le moment magnétique égale gamma fois P. Qu'est-ce que c'est que mu? C'est le moment magnétique, puisque c'est un aimant. Qu'est-ce que c'est que P? C'est le moment cinétique. Et gamma. Gamma, c'est la constante gyromagnétique du noyau. Celle-là, cette constante gamma dépend de la nature de l'atome que vous étudiez. Vous étudiez l'hydrogène, il a une constante gamma pour tous les atomes d'hydrogène. Vous étudiez le carbone, ça va être un peu différent. L'oxygène, il a la sienne, et ainsi. Donc cette constante-là, cette constante gyromagnétique va dépendre du noyau de l'atome que vous étudiez. D'accord? Donc vous avez ici, mu collinéaire avec le moment cinétique. Bien, alors je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la boussole. Vous voyez ici des atomes d'hydrogène. Dites-vous que ce sont des boussoles. Ça, c'est des atomes d'hydrogène. On peut les comparer à des boussoles qui ne sont pas soumis au champ terrestre magnétique, au champ magnétique terrestre. Donc ici, nous avons des atomes d'hydrogène dans une molécule donnée. D'accord? Vous voyez les orientations hasardeuses vers l'est, vers le sud, vers le nord, vers le bas, de manière tous les hydrogènes sont orientés. Ce sont des spins, s'il vous plaît. Ce sont des spins. Les spins sont orientés de manière aléatoire. Ce sont des vecteurs. Ce sont des champs magnétiques qu'ils créent. Alors, soumis à un champ terrestre, regardez, H, c'est pas l'hydrogène, c'est un champ magnétique. On l'appelle H ou B. Donc, H0, c'est le champ magnétique terrestre. C'est le champ qui est dans l'aimant, celui-là. C'est l'aimant. Donc, on place cet échange. Par exemple, je prends la molécule d'hydrogène, je prends H2O, ça c'est les spins des atomes d'hydrogène d'une molécule donnée. Une fois soumis au champ magnétique, regardez, combien d'orientations? 2. Les rouges vers le haut et les bleus vers le bas. Ça c'est les plus 1,5, regardez, ça c'est les moins 1,5. Sous l'effet de ces champs magnétiques, si on fait disparaître le champ, eh ben, les hydrogènes sont orientés, leur spin bien sûr, c'est leur spin, ils sont orientés de manière aléatoire, quelconque. C'est ce qu'on nous dit là. En l'absence de champ magnétique externe, les moments magnétiques de spin sont orientés au hasard, aléatoire. Plongé dans un champ magnétique, c'est le cas ici. Regardez, quand il y a un champ magnétique créé par l'expérimentateur, eh ben, les moments magnétiques alignés selon la direction du champ imposé. Les plus vers le haut, selon la direction du champ, les moins vers le haut, selon, bien sûr, la direction du champ. Si on inverse ce champ vers le bas, eh bien, soyez sûr que les rouges vont être orientés vers le bas et les bleus vont être orientés vers le haut. Alors, regardez ici pour ce que j'ai dit pour l'atome d'hydrogène. Pour cet atome d'hydrogène, combien d'états de spin? 2. Il y a spin 1,5 et spin moins 1,5. Ça, c'est le champ externe. Alors, regardez, s'il vous plaît, une remarque ici. Dans certains ouvrages, les auteurs utilisent la lettre B pour désigner le champ. Dans d'autres ouvrages, ils utilisent H comme pour indiquer le champ. Donc, moi, j'ai mis les deux lettres pour
vous dire tout simplement cette remarque. Si dans certains ouvrages vous trouverez B, c'est un champ. Si dans d'autres il y a H, ben c'est toujours le champ. Donc ici vous voyez un atome d'hydrogène, un seul, en train de tourner. Ça, regardez le rouge, c'est plus 1,5. Le bleu, c'est moins 1,5, en train de tourner autour de ce champ magnétique. Ici vous avez plusieurs spins, les plus 1,5 tous vers le haut, les moins 1,5 tous vers le bas. Ça c'est, d'accord? Spin moins 1,5 en train de tourner, d'accord, autour du champ magnétique créé par le fabricant, créé par l'expérimentateur. Donc ici, on a plongé, on a mis notre échantillon dans l'aimant, et voilà ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est ça. Bien, alors, vous trouvez ici quelques équations physiques qu'on n'a pas le temps de démontrer, et exactement, vous avez le moment cinétique. Nos collègues physiciens ont montré que le moment cinétique est égal à H bar, c'est la constante de Planck sur 2π, fois I. Plus le spin est grand, plus le moment cinétique est grand. L'orientation dépend du vecteur, bien sûr. Donc, le moment cinétique est proportionnel au spin. Plus le spin est grand, ça veut dire un champ magnétique va donner un champ magnétique grand, plus le moment cinétique est grand, et bien sûr, comme mu est égal à gamma fois P, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le moment magnétique est égal à la constante gyromagnétique du noyau, ça c'est la constante gyromagnétique du noyau, fois P, ça c'est le moment cinétique. Alors on trouve que, donc on va remplacer P par cette valeur-là, vous avez le moment magnétique égal à gamma, H sur 2π fois I. I étant le vecteur spin nucléaire. C'est le spin pour l'hydrogène, c'est plus 1,5 et moins 1,5. Donc en valeur absolue c'est 1,5, mais le sens peut être plus ou peut être moins. Il faut savoir que ce spin-là n'est pas toujours 1,5 et moins 1,5 pour tous les atomes. Pour l'hydrogène, il est 1,5 en valeur absolue, plus ou moins. Alors il peut être 0, il peut être 1,5, il peut être 1, il peut être 3,5, il peut être jusqu'à 5,5. Regardez ici sur ce tableau-là, quelques valeurs de spin. Alors regardez ce que j'ai dit tout à l'heure. Le spin peut être nul. C'est le cas de quel atome? Le carbone 12. L'oxygène 16. I égale à 0. Puisque le spin est égal à 0, c'est qu'il n'y a pas d'aimantation dans le noyau de ces atomes. Il n'y a pas d'aimantation. Il n'y a pas de petit aimant. Le spin nul, pas de petit aimant. Donc, c'est ce que je vous ai dit au départ, on ne peut pas étudier le carbone 12 en RMN. On ne peut pas étudier le carbone 16 en RMN, parce que leur spin est nul, parce qu'il n'y a pas de champ magnétique dans le noyau de ces deux atomes et d'autres atomes, bien sûr. Alors, par contre, regardez ici, I peut être un demi-entier, comme le cas de un demi, c'est pour qui? Pour l'atome d'hydrogène, pour le proton, ou le fluor 19, pour le carbone 13. On ne peut pas étudier le carbone 12 parce que le I est 0, mais on peut étudier le carbone 13. Il existe dans la nature. Il représente 1,1%. Le carbone 13 existe dans la nature. Il y a même le carbone 14, mais en très faible abondance. Mais le carbone 13, c'est 1,1%. Il a un spin 1,5. Il va répondre, si vous l'étudiez en RMN, parce que son spin est un petit aimant, il n'est pas nul. Le phosphore 31, 3,5 pour le sodium, pour le bore 11, 5,5 pour l'oxygène 17. Regardez, I est trop élevé. I pour l'oxygène est trop élevé. Ce que j'ai dit tout à l'heure, si I est trop grand, eh ben, le moment magnétique va être grand. C'est le cas de l'oxygène ici, 17, 5,5. L'aluminium 27, c'est 5,5. Donc tous ces atomes peuvent être étudiés en RMN car leurs spins ne sont pas nuls. Alors regardez aussi, l'azote 14, I égale à 1. C'est des entiers naturels. Le bore 10, l'hydrogène 2. D'accord? On va relire oui, non, on va relire. En tout cas, oui, ça veut dire que on peut l'étudier en RMN. Non, on va voir pourquoi on ne peut pas étudier les spins qui ont les atomes qui ont des spins antinaturels, comme le cas des atomes qui ont des spins nuls. Bien, alors, maintenant, on va se poser une question.
quelle est l'interaction entre un spin nucléaire et un champ magnétique?